Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode du cycle Philosophie et Management organisé par l'IAE Lyon et acteurs de l'économie La Tribune. Alors aujourd'hui autour du changement avec deux invités qui nous promettent des échanges très, très riches. Donc au nom du directeur général de l'IAE Lyon, Christian Varinard, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ici sur le campus de la manufacture des tabacs. Très, très bons échanges, donc vous aurez un temps d'interaction avec nos deux intervenants. Et d'ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous le 16 novembre pour la 13e conférence Philo et Management qui sera organisée sur le thème de... Tout à coup, du lâcher-prise ou non. Voilà, merci Steven. Très bonne conférence. Merci Catherine. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui une nouvelle fois. Je vous en remercie. Alors peut-être qu'effectivement, les étudiants et étudiantes sont peut-être un peu moins nombreux que d'habitude. Il faudra que nous lancions un appel au rajeunissement des cadres. Là, ça va devenir urgent. Mais on sera dans la transmission intergénérationnelle alors ensemble. Alors nous allons aborder ce thème du changement dans l'entreprise et justement profiter du fait que nous sommes avec Bruno Roche, un philosophe, pour élargir l'entreprise, oui, mais elle vit dans un contexte, elle vit dans une époque, elle vit dans un espace-temps, donc nous élargirons sans doute. Alors pour aborder ces questions, j'ai avec moi donc Joël Tranchon, qui est DRH groupe SEB, qui accomplit des changements nombreux. Alors on verra de quelle nature. J'en retiens un qui peut paraître anecdotique, mais sans doute l'un des plus beaux sièges sociaux de la région, un déménagement dans un endroit idyllique. Hein. Voilà, qualité de vie au travail. Mais on abordera beaucoup d'autres sujets que celui-ci. Et puis Bruno Roche, directeur du Collège supérieur de philosophie, qui est donc philosophe, mais qui intervient également auprès des entreprises, et qui d'ailleurs sur des thématiques de management voulait nous faire part de deux publications du Collège supérieur et de vous-même. Voilà, oui, merci, bonjour à tous. Non, c'est que nous avons organisé donc un colloque en janvier 2018, dont nous venons, il y a quelques mois, de publier les actes. L'art de coopérer, manager l'entreprise de demain. C'est-à-dire que la thèse que nous défendons, c'est que le contexte dans lequel nous sommes et les écosystèmes et leurs évolutions obligent en fait les entreprises à ce qu'on a appelé un surcroît de coopération, à la fois entre elles et dans leurs organisations propres. Ce colloque a été présidé par François Morinière, qui est l'ancien patron de l'équipe, et conclu par Thierry de la Tour d'Artaise, que je suppose que vous connaissez un peu, puisque c'est le patron donc de SEB. Voilà, donc vous trouverez ces actes à la sortie là. Et puis je rappelle simplement la publication qui date déjà d'une dizaine d'années, l'art de manager, publication dans laquelle j'essayais de penser les conditions d'un management post-taylorien. Et il y a quelques éléments que je juge à la relecture modestement prophétiques. Voilà. Merci. Modestement prophétique. Bien, alors nous abordons notre thème. S'il y a un mot, effectivement, qui depuis une dizaine d'années est utilisé fréquemment dans le monde de l'entreprise management, c'est bien ce terme du changement. J'aimerais, Joël, qu'on essaye d'abord de caler les choses. Derrière ce mot de changement, il peut y avoir plusieurs amplitudes de transformation. On a coutume de dire, au fil de l'eau, ça serait l'adaptation. Quand on commence à introduire quelque chose susceptible de modifier les conditions de travail, on serait plutôt dans de l'évolution. Et puis il y a de temps en temps véritablement une rupture. Pour vous, à travers ce que vous vivez dans le groupe SEB et ailleurs, justement, comment vous définissez le changement ou à travers ces différentes manifestations ?
Merci Bernard. Juste parce que les DRH peuvent changer, parce qu'en fait j'ai un parcours DRH, mais je suis directeur du développement durable du groupe. Voilà. Comme quoi on est capable de mobilité, d'agilité. Ça a encore aussi. changé. Ça a encore changé. Le changement, alors chez SEB notamment, alors le changement déjà, vous savez, la tarte à la crème aujourd'hui qu'on entend beaucoup dans les entreprises, chez les consultants, c'est on vit dans un monde, vous connaissez VUCA, hein, volatile, incertain, complexe, ambigu. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, on a juste dit qu'on ne savait pas très bien ce qui allait se passer demain matin. Donc c'est-à-dire que les horizons de décision et de prédictibilité de nos activités économiques et sociales, ils sont de plus en plus courts. Ça c'est sûr, en tout cas. Après, on parle beaucoup d'agilité aussi en ce moment dans les entreprises. Et l'agilité, c'est quoi? C'est la capacité de changer ou de s'adapter au changement, d'être plastique dans une société qu'on dit liquide, notamment, qu'on dit volatile, voilà, tout ce qu'on veut. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté au changement dans les entreprises à plusieurs niveaux. On a les changements radicaux. Je commence par la fin, Bernard, mais les changements radicaux, c'est les changements complets de modèle économique, de business model. On a avec notamment tout ce qui est digital, on a des nouveaux concurrents, on a aussi des attentes de nos consommateurs qui changent radicalement. On voit bien dans les attentes qu'ils ont, nos consommateurs, sur qu'est-ce que vous apportez, vous, les marques, à la société. On voit bien que ça, c'était une anecdote il y a 10 ans. En tout cas, il y avait quelques militants convaincus qui pensaient que c'était important. Aujourd'hui, ils sont plus de 50%. Donc ça oblige à changer radicalement les modèles. Les aspects de changement climatique aussi nous obligent à repenser nos modèles de matières premières, d'approvisionnement, d'impact environnemental. Bref, ça change radicalement les choses. Donc, changements radicaux de modèle économique. Première chose qui est compliquée pour nous. Deuxième chose, ce qui change aussi, c'est que nos salariés, ils ont des attentes qui sont très différentes. C'est des salariés aujourd'hui qui sont consommateurs, citoyens et salariés. Ils ne sont pas que salariés. Il y a 20 ans, on posait, entre guillemets, son costume de citoyen à la porte de l'entreprise. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Et même on leur demande d'être critique, d'être engagé dans la société civile, d'avoir des valeurs, de les défendre, etc. Donc du coup, ça aussi, ça vient changer beaucoup la donne. Autre forme de changement, c'est que l'obsolescence des compétences. Et ce sera mon troisième point, parce que aujourd'hui, notamment pour nos équipes ressources humaines et pour les salariés qui vont vivre une carrière longue chez SEB, on sait tous très bien que les compétences vont être de plus en plus rapidement obsolètes, tous. Parce que justement, les tendances de consommation, les produits changent, les services aussi. Ça veut dire qu'il faut adapter son organisation pour qu'elle soit apprenante, pour qu'elle soit justement, pour qu'on remette au travail à chaque fois comment on apprend à nos salariés à apprendre. Et ça vient chambouler complètement la manière dont on travaille aussi. Donc et puis enfin, l'organisation elle-même du travail a changé. Le digital, c'est pas juste on a des smartphones, ça interroge énormément et ça change radicalement le contenu même du travail, l'intensité du travail, le côté discontinu du travail. On travaille aujourd'hui, enfin la frontière vie professionnelle, vie privée, elle vient aussi être percutée par tous ces changements-là, notamment technologiques. Donc tout ça, et pour terminer, il y a des changements aussi de système de valeurs. Les sujets éthiques, vous voyez que depuis 10 ans, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des procès, qui se font attaquer par manque d'éthique. Vous en avez aussi qui sont plutôt vertueuses, heureusement. Et on voit que ces sujets d'éthique sociétaux, ils arrivent dans l'entreprise de manière très massive et ils ne restent pas à la porte. Ça aussi, ça vient changer radicalement les modèles et la formation qu'on a à faire et la manière de faire progresser les gens dans nos entreprises. Alors, par rapport à Sarbonne Roche, prenons une perspective peut-être historique. Bien sûr, ce que dit Joël est particulièrement contemporain, mais de tout temps, par définition, l'homme et les organisations humaines ont intégré des nouveautés. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette tarte à la crème que vient de citer Joël? Un siècle en arrière, on a dû en connaître de sacrés changements il y a 2 siècles, à 3 siècles aussi. Alors, est-ce que c'est moderne ou post-moderne ou antique ? Alors, moi, je crois que dans ce que Joël nous a dit, enfin, moi, je souscris tout à fait à ces analyses. Ce qu'on voit quand même surgir, c'est que y a 2 types de changements, finalement. C'est un changement qui trouve ses adaptations et ses réponses dans les modèles qui nous sont offerts, des modèles psychologiques, des modèles de valeurs, des modèles économiques, des modèles politiques. Autrement dit,
des changements qui trouvent leur résolution au sein des institutions et de leur mode de fonctionnement telles qu'elles ont été pensées donc, à leur création et en fonction des besoins auxquels elles répondaient. Ça, c'est ce que j'appellerais le changement ordinaire, pour ainsi dire. Mais je crois que, et là, je ne pense pas qu'il faille y avoir de l'ironie à l'égard de cela, je crois qu'on est en train de vivre aujourd'hui des changements qui sont des changements, franchement, disruptifs. Alors, bien sûr, Joël va ironiser sur l'utilisation abusive de ce terme par les consultants, mais en fait, je crois qu'il y a quelque chose de très sérieux en fait, dans cette idée de changement disruptif. Qu'est-ce que c'est qu'un changement disruptif ? C'est un changement pour lequel les institutions politiques, morales, psychologiques, éducatives, de formation, etc., pour lesquelles donc, ces institutions, telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, ne permettent pas l'adaptation à ce changement. Autrement dit, le changement est disruptif à partir du moment où le paradigme moral, économique, psychologique sur lequel nous sommes révèle sa totale impuissance à nous permettre de gérer ce changement. Et nous serions dans cette époque-là ? Et alors, je crois que nous sommes dans cette époque-là pour 3 raisons, mais je ne vais faire que répéter autrement ce que Joël a dit tout à l'heure. Je crois que nous sommes en phase de 3 disruptions. Une disruption liée à notre géographie mentale, vous avez commencé à en parler, et je crois que pour les philosophes et les psychologues, cette disruption-là est extrêmement intéressante à analyser. Je pense que la géographie mentale qui est la nôtre, et je ne suis pas en train de parler des générations X, Y, Z, qui est la tartouille à la crémouille, là je suis assez d'accord, je suis en train de parler d'un fait de société, c'est-à-dire d'une géographie mentale qui est en train de se transformer pour tous les acteurs de la société, quel que soit pour ainsi dire leur âge, quelle que soit leur appartenance générationnelle. C'est ça un fait social, vous le savez. C'est un fait qui concerne toutes les générations. Donc, une disruption liée à la géographie mentale, nous ne pensons plus du tout de la même manière qu'il y a ne serait-ce que 25 ans. Il y a une rapidité fulgurante de la transformation de cette géographie, on pourra peut-être en reparler plus tard. Il y a, deuxièmement, la disruption écologique, qui est une disruption absolument majeure, et nous sommes qu'au début de cette disruption. Nous voudrions bien qu'elle soit une transition, mais précisément, ce que nos gouvernants ont mal compris, c'est qu'une disruption ne se gère pas par la transition, c'est sa définition. Et puis, il y a la disruption que Joël a évoquée tout à l'heure aussi, qui est la disruption technologique liée au numérique et à la digitalisation de toutes les activités et, je dirais même, de notre rapport au monde. C'est notre rapport au monde qui se trouve maintenant entièrement digitalisé. Et cela, évidemment, vous le concevez aisément, a des conséquences sur les modifications de notre géographie mentale. Donc, il ne faut pas se raconter d'histoire. Je crois, Bernard, que là, votre question est très importante. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment de franche rupture et, en effet, nous ne savons pas bien comment nous allons nous rendre capables de vivre ces 3 révolutions. Parce que je crois que ce qui caractérise une vraie révolution, c'est que, précisément, tous les domaines de l'activité se trouvent simultanément affectés. Et ça, c'est un fait qui me paraît un fait vraiment contemporain, qui est en train de remettre en cause, je le dis très clairement, très radicalement, la fonction des entreprises, leur fonctionnalité, leur mode opératoire et le type de relation qu'elles entretiennent donc, ou qu'elles font vivre à l'intérieur donc, de leur propre structure. Par rapport à ça, on pourrait voir la bouteille à moitié pleine ou moitié vide
crier chic ou bien crier mon Dieu, qu'est-ce qui nous tombe dessus là. Pour les entreprises, il y a un côté donc inéluctable dans tout ce que vous êtes en train de dire. Est-ce qu'en entreprise, notamment, petit à petit, on n'a pas le sentiment de courir derrière, de courir après le changement, d'être obligé d'y aller? On ne peut pas ne pas y aller. Dans quelle attitude vous situez-vous quand vous conduisez ces démarches? On entend sur le discours, si nous ne changeons pas, de toute façon, les autres changent. Donc du coup, si on n'y va pas, on est foutu. Le dos dans les cordes, en quelque sorte. Oui, alors pour éviter d'avoir le dos dans les cordes, parce que le changement, c'est en entreprise, il y a aujourd'hui une maladie qui peut se répandre, c'est la face sombre du changement qui s'assimile à du bougisme. On s'agite, on accélère comme l'animal dans sa roue, mais en fait, on a perdu juste un point de vue qui est celui de mais pourquoi on change, vers quoi plutôt on veut aller. Et en fait, pour mettre des gens en mouvement et pour faire changer une organisation comme une entreprise, il faut juste se reposer les bonnes questions, c'est le pourquoi. Et le pourquoi, on l'a un peu perdu justement avec cette accélération des changements, notamment beaucoup poussé par l'externe sur les changements technologiques. On a un peu perdu ce pourquoi, et on voit bien, dans les entreprises, le changement, on repère quelques points marquants. C'est souvent une petite minorité de gens qui sont convaincus de quelque chose, parce qu'ils ont un idéal. En tout cas, ils voient très bien, ils visualisent très bien l'après et ce vers quoi ils vont. En général, ceux-là, ils sont minoritaires. Au début, ils sont critiqués par tout le monde, ou pas compris, après critiqués, puis après, ils adhèrent, ils agrègent de plus en plus de gens à leur cause. Et ça se passe souvent comme ça. Pas tout le temps, mais très souvent comme ça. Et en fait, c'est une sociologue qui s'appelle Margaret Mead qui disait ça. Elle disait, ne soyez convaincus que c'est le changement, en tout cas pour changer le monde, ça passera toujours par une petite minorité de gens convaincus et engagés. Et en fait, c'est souvent le cas. On ne change pas, et c'est le propre problème de beaucoup d'entreprises, c'est de vouloir faire changer tout le monde très vite en même temps, d'un coup, et en un minimum de temps. Ça ne marche jamais. Donc, on essaye, et on en parlera tout à l'heure dans les stratégies de changement, justement, d'arriver à convaincre peut-être par capillarité des blocs de salariés qui y croient, à qui on explique aussi très bien pourquoi il faut changer. Et souvent, ce qui manque, c'est le pourquoi. Et le pourquoi, c'est le sens et la raison d'être de vers quoi on veut aller. Et ça, il faut poser une vision. Et poser une vision, tous les dirigeants ne le font pas. Et l'expliquer, parce que poser, c'est bien. Vous avez des dirigeants qui vont trop vite. Alors, ils posent une vision qui est peut-être brillante, peut-être juste, peut-être désirable, mais ils vont beaucoup trop vite et ils ne prennent pas le temps d'embarquer tout le monde derrière. Et ça aussi, la pédagogie, c'est extrêmement important. Et l'appropriation, le changement, c'est aussi une histoire de temps long. Et le temps long dans les entreprises, on l'a plus beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'ailleurs, Bruno, une sorte de répartition du monde? À entendre certains discours, c'est pas du tout celui de Joël, il y aurait ceux effectivement qui ont cette vision, qui ont tout pigé, qui vont naturellement vers le changement. Et puis il y aurait le gros des troupes. Ceux que l'on traîne, ceux que l'on tire, qui seraient résistants au changement. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dichotomie un peu caricaturale? Est-ce que chacun de nous, on n'a pas à la fois des résistances au changement légitimes et des envies? Comment est-ce que vous voyez les choses? Oui, c'est-à-dire qu'on comprend bien dans quelle mesure le changement comporte une part d'insécurité. C'est-à-dire que je quitte une situation de relative maîtrise. J'ai mis à profit le temps et l'expérience pour acquérir une expertise et on me dit qu'il faut changer. On me dit que cette expertise, elle est plus exactement adaptée aux besoins que je suis censé satisfaire. Donc, on comprend bien, très naturellement, qu'il y a une forme d'insécurité. Le problème, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que nous sommes capables d'être résilients à l'égard de l'insécurité. Qu'est-ce qui fait que nous sommes capables, en fait, psychologiquement, humainement, anthropologiquement, de supporter ce degré d'insécurité? Et je crois que c'est ça, en fait, ce qui nous différencie. Nous ne sommes pas du tout égaux en la matière. Nous ne sommes pas égaux dans notre capacité d'exercer cette résilience à l'égard de l'insécurité. Et pour le dire vite, je dirais que le problème posé par l'insécurité, c'est quand elle vient se renforcer par une autre insécurité.
C'est-à-dire que je crois que nous sommes capables de surmonter nos insécurités si par ailleurs nous avons des zones de sécurité. Et donc finalement l'incertitude, nous parvenons à l'intégrer grâce à des certitudes. Et je crois qu'une partie du travail de l'entreprise, c'est précisément de conférer aux salariés ou à leurs collaborateurs ce niveau de sécurité, alors qui est un mélange curieux d'empathie, de témoignage, de reconnaissance, etc., etc. Enfin, Joël en parlerait bien mieux que moi. Je pense qu'il y a tout ça. Mais le rôle, c'est vraiment de rendre possible cette sécurisation qui va permettre de vivre l'insécurité. Parce que la difficulté, en fait, de nos temps dépressifs, c'est qu'elles ajoutent de l'insécurité à de l'insécurité, et de l'insécurité à de l'insécurité, etc., etc. Et s'il y a peut-être un lieu où l'individu peut être, en un certain sens, soulagé de son insécurité existentielle, parce que je crois que la caractéristique quand même de nos sociétés modernes, c'est de nous foutre dans une sacrée insécurité existentielle. S'il y a un lieu, c'est peut-être l'entreprise, l'association, enfin, dans tous ces lieux de communauté partagée, où on parvient à trouver, par des processus, encore une fois, de validation, de reconnaissance, d'empathie, etc., la sécurité dont on a besoin pour vivre l'insécurité dans laquelle nous plonge le changement. Je me tourne. Chef, vous pouvez me garantir que j'aurai encore un job chez Seb dans 3 ans parce que je voudrais faire construire? Un job, un contrat de travail, oui. Le même job, non. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à produire. Moi, je souscris complètement à ça. Je pense qu'il faut travailler sur ces 2 dimensions, ce qui n'est pas évident, ce qui est des fois paradoxal. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut toujours, en tout cas pour que les gens aient envie de changer et changent, il faut qu'ils soient bien ancrés dans leur base, qu'ils aient des bonnes racines et donc de la confiance en soi. Et confiance aussi dans ses collègues, parce que c'est aussi, on est garant dans les entreprises, la confiance en soi des gens, on peut les aider avec des programmes de développement personnel et autres, mais on ne peut pas refaire, on peut pas colmater les brèches liées à des failles personnelles, des accidents de parcours, des accidents de vie. Encore que, on commence, on l'a implanté chez Seb il n'y a pas très longtemps, on commence à s'intéresser, à proposer à nos salariés des systèmes justement d'aide aux aidants, puisqu'on constate que de toute façon, nos salariés sont de plus en plus fragilisés à un moment de leur vie parce qu'ils vont avoir un parent vieillissant, un enfant malade, etc., eux-mêmes confrontés à la maladie, etc. C'est des choses qu'on ne pensait absolument pas il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, on dit, bah si, ça fait partie de notre responsabilité. Les gens, ils vont pas, on leur propose. On paye le service, ça leur est gratuitement proposé, ils le font en toute confidentialité. Il ne s'agit pas que l'entreprise vienne interférer dans ces sujets-là, mais elle vient poser un cadre de sécurité justement pour que nos salariés, entre guillemets, soient aussi, résolvent leurs soucis personnels alors qu'ils sont au travail. Avant de venir au travail, c'est à la fois et social et aussi économique notre histoire. Donc bien sûr qu'on doit travailler sur la sécurité, mais dans le même temps, on a aussi tout un discours où on dit à nos salariés, comme tout change très vite et que les compétences et les nouveaux marchés s'accélèrent, il faut aussi vous cassiez vos routines. Ça, c'est le grand sujet du moment. C'est comment on casse des routines, comment on tout le temps on est en aspect critique par rapport à des processus, par rapport à des manières de faire professionnelles, qu'il faut réinterroger tout le monde. Et là, le grand truc qu'on entend en ce moment, c'est mettez-vous hors de votre zone de confort. Alors, ça, c'est super, mais pas tous les jours, quoi. Pas tous les jours et pas tout le temps. Parce que là, on crée de l'anxiété et on crée du stress au travail, mais du mauvais stress, celui qui peut mener au burn-out et à d'autres choses. Donc, il faut balancer entre un cadre sécurisé, et moi, je vous rejoins aussi sur la responsabilité des managers sur reconnaissance. C'est une chose toute bête. Mais le premier moteur, dans les dernières enquêtes que j'ai lues sur, la motivation des salariés, premier moteur, je veux que mon chef me reconnaisse. C'est ça le premier moteur. Avant même l'intérêt du job. Premier moteur, est-ce que mon chef me reconnaît? Est-ce qu'il me valorise? Premier moteur. En France, parce que ce n'est pas vrai dans tous les pays. Parce qu'en France, on a un contenu émotionnel
beaucoup plus fort dans le travail par rapport à d'autres pays, même très proches et hiérarchiques, radicalement différents par rapport à l'Allemagne et par rapport à l'Europe du Nord. On est plus sur le contrat de travail et on met moins d'émotion dans le job. Donc oui, il faut balancer entre ces deux pôles, stabilité, rassurance et reconnaissance, et puis aussi amener nos salariés à se réinterroger sur leur pratique, à critiquer et à casser leur routine. Des fois, certains le font assez radicalement tout seuls, d'autres, on doit les accompagner, on doit les former à le faire. Et là, le collectif joue un rôle. Alors, j'aimerais revenir sur la question soulevée par Joël, le pourquoi, qu'est-ce qui fait courir David, la question effectivement du sens. Il me semble aussi qu'il y a peut-être une diversité entre les individus, non seulement par rapport à la sécurité, mais par rapport à la représentation de demain, de l'ailleurs, de autrement. Tout le monde, je pense, est capable, et l'humanité en fait preuve, d'adaptation. On survit à des conditions extraordinaires, et encore nous sommes dans un pays actuellement relativement préservé, ce qu'on voit en Syrie ou ailleurs, et on voit des gosses qui courent et qui jouent dans des camps de réfugiés. En revanche, la capacité à se projeter, là aussi j'aimerais savoir, est-ce que nous sommes tous égaux devant cette capacité à imaginer autre chose, autrement, ailleurs, ou tout simplement l'autre? Donc la question du sens, elle passe aussi par ça. Oui, alors... C'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que cette question pourquoi, c'est vraiment la question du sens de ce que l'on fait, et donc elle est corrélative au pouvoir de se projeter. Parce que je me projette vers un avenir à condition que, je sois capable de le visualiser, cet avenir, et à condition que je comprenne à la fois la direction et la signification qui se déploient dans ce mouvement. Or, direction et signification, c'est les deux sens du sens. Le sens, en philosophie, ça veut d'abord dire direction, et ça veut dire signification. Et donc, dans cette dimension du mouvement vers l'avenir, il y a les deux sens du sens qui sont là. Donc, vraiment, le sens est interrogé. Or, dans ce que disait Joël tout à l'heure, moi, ce que j'ai compris, c'est que, en effet, aujourd'hui, dans un monde qui est de plus en plus incertain, en effet, quant à son sens général, et même, on pourrait dire, au cœur de la disruption écologique, que franchement, il y a tout lieu de penser qu'on a lancé le monde dans une direction sans signification. Qu'est-ce que c'est que la disruption écologique ? C'est la conscience très claire que nous avons lancé le monde dans une direction dont on doute de plus en plus de la signification. On change pour changer. Donc il y a une fracture dans l'économie du sens. Il y a une vraie fracture dans la conscience qu'on prend du sens. Et de telle sorte que ce que l'on ne peut plus trouver sur le plan global, en quelque sorte, et mondain, on va chercher à le trouver dans des zones qui sont des zones d'action et de maîtrise. On va se bricoler son petit sens. C'est ce que vous faites tous les jours, c'est ce que je fais tous les matins. Je me bricole mes petites structures de sens. Et donc, quand je vais au boulot, moi, je veux ma petite structure de sens. C'est ça la demande du salarié. Elle est très simple. Il veut, en arrivant, trouver sa petite structure de sens. D'autant que le monde dans lequel il évolue lui paraît être en sens contraire, précisément, si je puis dire, c'est-à-dire dépourvu, finalement, à la fois d'une direction et d'une signification qu'on pourrait tous partager ensemble. Donc, cette question des structures, moi, ce que j'appellerais les structures microscopiques de sens, c'est vraiment un point absolument crucial dans le management aujourd'hui, parce que c'est la demande du... Et alors, comment est-ce qu'on peut la satisfaire ? Ben, je l'ai répondu. Par le pourquoi. Mais alors, le pourquoi, ça suppose effectivement que quelqu'un donne la vision. Et là encore, toutes les enquêtes montrent que le middle management se plaint d'une chose, c'est que jamais il sait le pourquoi. Il connaît les procédures et les processus. Il en est couvert. Il est couvert d'obligations de reporting et de contrôle. Il passe la moitié de son temps dans des procédures de reporting et de contrôle, mais il est privé du partage du pourquoi. C'est-à-dire que le manager à qui il rend compte ne porte pas de vision,
il est la garantie du contrôle et du reporting. Un monde de fou, quoi. Un monde de fou. Et alors qu'il voudrait trouver en lui l'incarnation d'une vision et la relation qui lui permet de partager cette vision. Car au fond, c'est la vision qui donne le pourquoi. Pas le grand pourquoi avec un grand P et Papa Dieu au bout. Non, juste le pourquoi de ma petite structure de sens. Et ça, c'est une révolution dans les entreprises. Je ne sais pas où c'est, que fait ce que fait. Mais je pense que c'est vraiment une révolution des entreprises. Et nous sommes, dans notre colloque de janvier, dans les actes du colloque, nous avons vraiment cherché à discuter avec la centaine de patrons qui étaient là pour comprendre comment on pouvait aider à cette conscience de ce à quoi nous coopérons ensemble. Parce que, pardon, là, juste un point, mais je suis trop long, mais l'idée, c'est que nous allons passer de la collaboration à la coopération. Et que si les entreprises, ça c'est le pronostic que fait le Collège supérieur, bon, ça vaut rien donc je le dis gaiement, le pronostic que nous faisons, c'est que si nous ne passons pas de la collaboration à la coopération, nous ne donnerons pas le surcroît de sens qui est la demande qui s'est inscrite dans notre géographie mentale. Alors, je vais revenir alors sur cet élément de vision, plutôt de partage de la vision. Joël, compte tenu de ce que dit Bruno, ça nécessite de la part de ceux qui initient le changement un fantastique travail de pédagogie, d'explication, d'explicitation. Je dirais que pour transformer tout ce que dit Bruno, ça passe par une capacité, je dirais pas une culture. C'est faire partager une culture, une ouverture d'esprit. Est-ce que les responsables, est-ce que les gens qui initient le changement, est-ce que les cadres ont cette culture générale, cette ouverture au monde et cette capacité pédagogique? J'en doute un peu. Pas tous. Pas tous, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Juste avant de répondre à votre question, Bernard, sur ce sujet-là, en vous écoutant, je vous donne un exemple concret de structure microscopique de sens au quotidien. Parce que, là, on est peut-être un peu abstrait, mais moi, j'ai vu vous bouger les acheteurs. Vous voyez ce que c'est qu'un acheteur en entreprise? Représentation mentale de 80% des gens, cost killer, tueur d'enfants, réducteur de coûts. Voilà. C'était à peu près ça il y a 7-8 ans, et chez Seb, ça ne faisait pas exception. C'est paradoxalement le premier métier qui s'est converti au développement durable de manière spectaculaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'acheteur, et ils le disent, c'est-à-dire que les individus, parce que j'ai posé la question, ils disent mais pourquoi on va si vite avec vous alors qu'on rame avec d'autres fonctions? Ils m'ont dit mais tu sais, nous le poinçon cost killer sur le front, quand on rentre chez nous le soir, quand on discute avec nos amis en dehors du boulot le week-end, on en a ras-le-bol d'être estampillé et on a besoin de sens et de valorisation et de sentir qu'on fait quelque chose et qu'on répond à un pourquoi. Et le pourquoi c'est quoi? Ils se sont emparés du développement durable en disant mais moi, acheteur, je mets des clauses sociales et des clauses environnementales avec mes fournisseurs, je vais contrôler les conditions éthiques de mon fournisseur et quand ils sont pas bons, je ne travaille pas avec eux. Et ça, donc on les a formés aussi à tout ça, et ça les gens aujourd'hui disent non mais nous, ça c'est aussi important et je réduis les coûts, bien sûr, j'achète au bon coût, mais pas à n'importe quel prix. Et je ne sacrifie pas la dimension éthique et environnementale et sociale de ce que j'achète. Et ils le disent tous aujourd'hui. Ils le disent tous parce que ça leur offre un sens au quotidien. Et ils ne rentrent pas chez eux avec le sentiment d'avoir été d'horribles cost killers. Voilà, ça c'est juste pour illustrer. Et on pourrait trouver plein d'autres exemples, mais celui-là, il m'a frappé depuis quelques années. Alors sur la capacité des managers à accompagner la pédagogie. Premier truc, peut-être le même essentiel message, c'est l'exemplarité. Ce qui n'est pas justement partagé, c'est ça. Parce que poser le sens, dire voilà le but, et après former les gens, ça c'est bien. Mais si vous-même, en tant que dirigeant, vous n'êtes pas exemplaire, si votre système de valeurs il est resté très très loin de ce que vous affichez comme les valeurs à atteindre plus tard, ou par les autres, ça ne marche pas. Et là, dans une organisation, pour vous dire, c'est dit et non dit ou non dit. Mais en fait, tout le monde sait, et c'est d'ailleurs une grande discussion informelle au café, à la pause café, c'est l'exemplarité ou non des dirigeants par rapport à ce qu'ils prônent. Ça, c'est le sujet numéro 1 de discussion quasiment. Et donc,
les dirigeants sont auscultés au quotidien par des milliers de collaborateurs qui disent bah oui, il dit ça, mais il avait fait le contraire hier matin. Donc c'est l'exemplarité, et l'exemplarité, c'est une discipline, une discipline individuelle. Notamment sur les aspects économiques et de salaire. Rémunération bloquée à 1,5 par exemple, et 30% pour les grands patrons. Pas que, parce qu'il y a la rémunération, mais il y a aussi les comportements quotidiens. Et c'est cela les plus difficiles à modifier par la discipline. Parce que tout ce qui concerne, là où il faut mettre un process ou une décision économique, ça, à la limite, c'est pas le plus compliqué. Par exemple, plus de femmes dans les conseils d'administration. Bon, il y a une loi qui dit 40%. Mais honnêtement, en termes de changement, il y a des fois, il vaut mieux obliger par la loi ou par un règlement intérieur et interdire que de vouloir convaincre une majorité qui, de toute façon, ne veut pas se faire convaincre, quand on est en tout cas persuadé du pourquoi. Donc, du coup, il y a des moments où il vaut mieux y aller franco et dire aux gens, on ne fait pas une mascarade entre guillemets, de conduite du changement ou de pédagogie. On doit faire ça. Vous êtes d'accord, pas d'accord ? C'est pas grave. C'est comme ça. Il faut aussi avoir cette honnêteté-là, quand on est dirigeant, de dire, vraiment, c'est ça qu'il faut faire. On vous explique les raisons. Non, vous n'êtes pas convaincu, c'est pas grave. Vous allez le faire quand même. Et il y a d'autres sujets, entre guillemets, où le changement peut passer par plus de, on va dire, de co-création, de co-développement. On peut prendre plus de temps. Mais quand on est sur des sujets, par exemple, d'éthique et de valeur, il faut être intransigeant. C'est comme l'abolition de la peine de mort. Heureusement, je pense, c'est mon avis personnel pour le coup, heureusement comment on l'a imposé par la loi. Parce que si on avait fait un référendum, on n'en serait pas encore là. On aurait toujours, je pense, la peine de mort. C'est pareil. Il y a des changements qu'il faut aussi imposer quand on est sûr de ses valeurs à défendre. Vous parliez tout à l'heure, Joël, de cette poignée, ces minoritaires qui ont les visions et qui mènent. À l'opposé, il y a aussi des irréductibles et des réfractaires, des monsieur, madame Niette au changement. Est-ce que pour autant, une certaine forme de résistance au changement n'est pas indispensable à certains moments de vie ou même dans l'entreprise ? Quelqu'un qui dit non peut peut-être dire non pour d'excellentes raisons, que celui qui a initié le changement n'a peut-être pas vu. Comment est-ce que vous voyez ça aussi ? Et ceux-là, il faut les écouter. La capacité critique, alors c'est toujours ambigu, parce que la critique, ça peut être aussi celui qui vous met la pagaille dans l'organisation. Donc, ce qu'on appelle les refusants, les radicaux critiques, il y a plein de noms qu'on peut leur donner. Ceux-là, ils sont les poils à gratter. Et il faut les avoir parce qu'ils sont justement, ils sont précieux pour les dirigeants qui savent les écouter, parce qu'ils annoncent des signaux faibles et surtout, ils disent souvent ce qu'une majorité silencieuse pense. Donc c'est intéressant et surtout ils évitent des fois de faire des grosses bêtises parce qu'on a des fois des décisions qui sont prises de manière en apparence rationnelle mais en réalité pas tant que ça. Parce qu'il y a aussi des choses qui s'appellent le pouvoir dans les entreprises et les organisations. Les jeux individuels, les intérêts personnels. Voilà. Et ça existe en entreprise et ça existe aussi beaucoup dans le milieu associatif. Donc ce n'est pas propre à l'entreprise. Donc bien sûr qu'il faut avoir des gens qui ont un petit peu de recul et qui se décentrent par rapport justement à au grand TGV de l'entreprise et qui disent là, peut-être qu'on devrait se poser la question différemment. Et c'est pas évident d'exprimer ça dans une réunion où, dans une réunion, le maître mot, c'est que tout le monde veut faire du consensus. L'idée, c'est que la réunion se termine à l'heure, que tout le monde soit d'accord à la fin et que surtout, il n'y ait pas de conflit. C'est ça la réunion idéale. Ça passe par la confrontation et le conflit, des fois, cette capacité à dire non. Et il faut l'encourager. Il faut l'animer. Et quand je dis ça, l'animer, c'est organiser, entre guillemets, les désaccords entre des salariés, la confrontation, qui est pour moi un terme très positif en entreprise, ça s'organise. Et là, il y a des techniques managériales et de formation pour canaliser et faire émerger cette confrontation. Sur cette nécessaire résistance. Moi, je dirais deux choses. C'est que, en philosophie, on sait que la vérité, personne n'en veut. Voilà. Si vous voulez, quand on fait, au bout de 2 mois de fac de philo, on a compris une chose, c'est que la vérité, personne n'en voulait. Voilà. Celui qui la voulait, c'est Socrate, et il en est mort. Et puis tous ceux qui l'ont vraiment cherché, ils ont eu des ennuis. Pour reprendre un sketch connu, ils ont eu des problèmes. Donc la vraie question, c'est, pour une organisation quelle qu'elle soit, ça va de 2 à 2000 ou à 20 000,
La vraie question, pour nous en tout cas, c'est de quel degré de vérité sommes-nous capables dans la relation. Et pour avoir baroudé un peu dans l'entreprise, franchement, je suis terrifié, et je vous le dis clairement comme ça, par le très petit niveau de vérité que l'entreprise peut accepter. Et plus on monte dans les étages, plus les moquettes se font épaisses. Et plus vous avez le privilège de boire du café dans des tasses et pas dans ces foutus gobelets qui vous crament les doigts. Moins il y a de vérité. Moins la vérité est possible. Voilà l'expérience que j'ai de mon travail de consultant. Bruno, moins la vérité de l'autre? Non, moins la vérité est possible, moins nous sommes dans une relation qui permet la vérité. Et donc, vous comprenez, à partir de ce moment-là, si vous recollez les morceaux avec mes petites structures de sens, etc., et si vous voulez faire autre chose qu'un truc complètement schizophrène, il va bien falloir qu'on se demande si et à quelles conditions on peut risquer la vérité. C'est peut-être la question managériale de demain, finalement. Au-delà des techniques, de trucs, de machins, qui vous expliquent comment être les structures Mercury de communication et tout ça. Bon, du pognon facile. Mais peut-être que la vraie question aujourd'hui ou demain, compte tenu de nos attentes, mais c'est valable pour un couple. Et faites l'expérience ce soir. Posez la question à votre mari, votre femme, à votre compagnon, etc. Chérie, de quel degré de vérité sommes-nous capables ? Là, il va vous dire reprends un coup de rosé et puis ça ira mieux, etc. Mais bon, c'est un vrai sujet. Ça me paraît être un vrai sujet, quoi. Alors Bruno, dans ce cas-là, moi je me tourne. Finalement, on va y venir sur la notion de conduire ou accompagner le changement. Ça voudrait dire que on va tenter de vendre sa part de vérité, qui va dire allez les gars, c'est comme ça, donc on y va, on va changer parce que moi je sens qu'il faut, j'ai la vision. Croyez-moi sur parole. Vendre le changement, en fait, c'est vendre sa vérité de la vision de l'organisation d'un service ou d'un nouveau produit. En tout cas, c'est la vérité. C'est pas un terme qu'on emploie beaucoup en entreprise. Par contre, c'est la preuve par 9. C'est vrai. Par contre, je crois beaucoup et on parle pas de vision du monde en entreprise. On est modeste quand même, malgré tout. On parle pas de vision du monde, mais quand même, on entend et on encourage aussi de plus en plus les gens. On dit défendez vos convictions. Et ça c'est quelque chose qu'il faut continuer à entretenir. C'est la manière modeste de dire défendez votre vision du monde, parce que on sait que la vérité appartient justement pas à un seul homme ou à une seule femme dans l'entreprise. Ça, par contre, on en est à peu près convaincu. Et chez Seb aussi. Donc, par contre, on encourage justement la pluralité des voix. Et dans les équipes qui fonctionnent le mieux et qui sont les plus innovantes, notamment, les plus créatives, c'est parce qu'il y a une diversité de points de vue et un pluralisme qui s'exprime. Mais il faut déjà qu'il s'exprime, c'est-à-dire que l'expression d'un avis divergent on va dire du consensus de l'équipe, puisse s'exprimer, puisse s'écouter et fasse pas l'objet de raillerie, d'ironie ou de dénigrement, parce qu'il y a des gradations. Souvent, c'est plutôt sympa, c'est l'ironie et on passe au sujet suivant. Bon, ça donne pas envie de recommencer. Et le dénigrement, alors là, vous le faites une fois, puis après terminé en disant puisque c'est comme ça, j'en ai pris une. Là, pour le coup, mon avis divergent, je vais me le garder bien au chaud. Et c'est ça, et ça crée du désengagement, pour être très clair, qui se mesure. Donc la meilleure des méthode, je ne sais pas s'il en existe plusieurs, mais c'est sans doute d'encourager et de former les gens qui sont nos managers d'équipe à encourager ces expressions différentes de points de vue. Et après, il faut une décision. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, il y a plusieurs points de vue qui sont exprimés. Et le rôle du manager, là on revient sur le courage, c'est à un moment de dire, je prends la décision. On a discuté, ça fait 3 heures. Maintenant, on fait une synthèse. Si on n'y arrive pas, je prends cette décision-là. Et c'est peut-être celle de la majorité. Peut-être c'est moi qui prends courageusement ma position. Peut-être que l'avis minoritaire dans mon équipe, je vais le suivre. Et peut-être que c'est le bon. Et en tout cas, je mets ma responsabilité de manager dans le jeu et je prends un risque.
et je prends un risque et je l'assume. Merci Bruno, oui. Oui, non, je crois qu'effectivement, Joël en parlait tout à l'heure, le gros problème en fait de tout processus de mise en confiance, de recherche d'expression de la conviction, etc., c'est qu'elle est immédiatement soupçonnée. Parce que nous sommes devenus trop intelligents, c'est-à-dire nous sommes devenus trop méfiants. Et étant devenus méfiants, on se dit, mais n'y a-t-il pas là un processus de manipulation ? Et le grand sujet, c'est ça. C'est finalement comment faire pour que les salariés pressentent ou que les collaborateurs se disent, il y a là une relation vraie. Moi, je ne parlais pas de quelqu'un qui possède la vérité. Bien sûr, ce n'est pas le sujet. Je dis, quelles sont les conditions par lesquelles on construit une relation vraie ? De telle sorte qu'au cœur de cette relation vraie, ce qui tombe, c'est le soupçon de la manipulation. Parce que communication égale manipulation, parce que processus d'amélioration de la compétence, ça peut être reçu comme une manipulation, etc., etc. On veut nous serrer le kiki, on veut nous presser comme des citrons, etc. Mais on le fait maintenant avec des grands sourires et des gens qui courent le marathon, alors qu'avant c'était des généraux en chef qui voilà. Mais qu'est-ce qui a changé finalement ? La méthode. Ce qui a changé, c'est le caractère sympathique, le blond de Gad Elmaleh, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les managers, c'est tous des blonds maintenant. C'est-à-dire des gars, oui, sympathiques, allons-y, oui, etc. Mais au bout du compte, ça va pas résister très longtemps à la capacité de soupçon ou de manipulation des gens. C'est-à-dire les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire avaler là ? En fait, au bout du compte, là, c'est un sirop de cyanure qu'on nous donne à boire. Mais le cyanure est bien là, sauf que c'est un sirop. Donc, il y a le côté sucré, il y a le côté on s'aime, etc., Alors, etc. Bruno, j'imagine Bernard, moi je ne crois pas du tout à ça. Je ne crois pas à la pérennité de cette affaire-là. Et je pense qu'il faut repartir vraiment du fond du cours, c'est-à-dire se demander qu'est-ce qui construit dans notre entreprise une relation vraie. Et on peut plus être aujourd'hui dans le déclaratif, je l'ai bien dit, on peut plus écrire des chartes comme ça, les placarder sur le mur en disant voilà nos valeurs, etc. Tout ça, pourtant ça date de 10 ans, ça nous paraît vieux de 100 ans, quoi. Enfin, vraiment, vous voyez, comme les choses vieillissent vite, c'est infernal. Alors Bruno, quand même Oui, là-dessus, je vais revenir, mais si, finalement, on court à peu près le même lièvre. J'imagine que le discours gagnant-gagnant, forcément, à partir du moment où je suis votre patron, j'ai un projet sur vous. C'est la défiance. Joël, et ça rejoint la notion de courage. Le courage pour la conduite du changement, ça consisterait à dire à un salarié, je vais te pourrir la vie, mais moi je te le dis. Hein, j'y gagne moi, toi tu vas sans doute y perdre, je vais comme arranger à faire en sorte que tu vois que tu y gagnes quand même un petit peu. Mais honnêtement, si je suis le discours de Bruno, gagnant-gagnant, ok, adulte, j'y crois, donc gagnant-gagnant, j'y crois pas. Moi, gagnant-gagnant, je le dis rarement, voire jamais. Ça cache toujours quelque chose. Il y a des gagnants, il y a forcément des perdants quelque part. Alors, quand ils sont à l'extérieur de l'entreprise, ça peut être même mobilisateur, c'est sympa. On dit c'est les concurrents. Bon, là, on peut taper dessus. Voilà. Ça peut être mobilisateur et ça peut marcher. Mais à l'intérieur de l'entreprise, c'est plus compliqué. Non, je pense que oui, il faut expliquer. Alors, quand même, pour se redire ce qui se passe dans les entreprises, heureusement, plus optimiste que ça. Hein. Vous avez des managers courageux. Il y en a. Hein, et il y en a qui disent et qui commencent par dire OK. De toute façon, pour une raison X ou Y, là, ils ne sont pas hypocrites quand ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que première chose, c'est de dire OK, on va y aller de toute façon. Donc, tu peux pleurer, tu peux t'énerver, tu peux sortir dans la rue, mais on va y aller. Donc, comme on va y aller, on va pas passer beaucoup de temps sur voilà, on va y aller. On peut expliquer le pourquoi. Après, tu es d'accord, pas d'accord. Après, vous avez beaucoup de managers qui passent d'un discours sur un discours de franchise en disant bon, comment on va y aller ? On va essayer que les impacts soient pour les individus dans mon équipe ou dans l'organisation et pour le collectif, parce qu'il y a toujours ces deux dimensions. C'est qu'est-ce qu'on peut y gagner ?
Et c'est le côté un peu allez, on profite de ce changement imposé, parce que des fois il l'est imposé, des fois il est construit ensemble, ça arrive heureusement, mais des fois il est imposé. Et quand il est imposé, à ce moment-là, se dire, ok, comment on peut minimiser les impacts, voire tirer parti. Il y a un changement d'organisation, ok, peut-être que c'est le bon moment qu'on remette tout à plat. Et moi, manager, je vais remettre aussi à plat. Mais là où ça marche pas, c'est quand on dit tu vas assumer tout seul, vous allez assumer tout seul les conséquences négatives du changement. Ça c'est rarement efficace. Par contre, si on dit ok, ça va être la galère pour tout le monde, moi le premier, donc on va s'asseoir, on va travailler pour que ça soit le moins galère possible, et au contraire, peut-être qu'on va s'apercevoir en mettant en place les processus de travail, mais là il faut descendre. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut que le manager il accepte de mettre les mains dedans. Et là, on a un autre souci des grosses organisations, qui est qu'il y a beaucoup de managers qui ne mettent plus les mains dedans. Ils ne savent plus trop ce que font leurs équipes au quotidien. Ils disent en théorie, ils savent. Sur des diapositives PowerPoint, ils savent à peu près ce qu'ils font. Ils ont fait une description de fonction il y a 5 ans du truc, mais ils ne savent pas au quotidien les problématiques que rencontrent, les difficultés, etc. Et je pense que si on veut que ça marche, il faut obliger les managers à remettre les mains dedans avec leurs équipes et pas surplombant en disant il n'y a qu'un faucon. Ça ne marche pas. Et en termes de temporalité, vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas emmener tout le monde au même moment, au même degré, à la même vitesse. Par rapport à des changements, j'imagine qu'il y a aussi des rythmes différents. Qu'est-ce qui est de l'ordre du changement que l'on peut imaginer pas à pas, marche après marche, et puis au contraire du changement qui serait Big Bang? J'entendais tout à l'heure Bruno dire, on ne peut pas être mêler disruption et transition, il y a un moment où ça ne marche pas. Est-ce qu'à trop vouloir aller pas à pas, de temps en temps, on ne recrée pas les conditions qui sont posées? Est-ce que de temps en temps, la tentation de Big Bang, ça va être douloureux, mais au moins c'est fait, c'est fait. Moi, je suis toujours étonné de voir notre passage à l'euro en France. Je crois qu'on a été un des rares pays à mettre 18 mois. Aujourd'hui encore, sur des tickets de caisse, c'est toujours écrit en francs. Je me dis, vous voyez ça, c'est certains... Comment ça se fait que, souvent, par rapport au changement, on s'entoure de tellement de précautions, je m'excuse de te demander pardon, je vais te bousculer un peu. Résultat, on alimente le fait de dire, mais je suis contre. Est-ce que de temps en temps, on n'est pas tenté de dire, allez, là, on y va franchement, ça va faire mal? Ouais, enfin, la violence, le changement violent comme ça, c'est pas... oui, c'est bien de le faire quand, entre guillemets, on sait que... ce que j'ai tout à l'heure sur le côté on oblige et on dit que c'est obligatoire parce qu'on sait que de toute façon on va y passer, qu'on n'a pas le choix, que ça nous est imposé de l'extérieur, et là il ne faut pas faire d'hypocrisie de consultation. Ok, donc là dans ce cas-là oui, mais dans bien d'autres cas il faut au contraire, le pas à pas est extrêmement intéressant, et le pas à pas, je suis frappé moi depuis 2-3 ans, alors ça vient des designers beaucoup, beaucoup de techniques de créativité qui reviennent en entreprise et qui vous disent quoi? Qui vous disent on se décentre, on décélère. Et c'est parce qu'on aura fait ça, donc on va prendre le temps, parce qu'on va prendre ce temps-là de décalage, qu'on va être innovant et qu'on va essayer de sortir un peu du cadre et essayer d'être vraiment, vraiment disruptif pour le coup. Donc il y a aussi cette mode, et ça c'est une bonne mode, il y a cette mode-là qui dit que le changement disruptif, ça prend énormément de temps en fait. Et qu'au contraire, c'est parce qu'on va se décaler, se décentrer, se désaccélérer, voire sortir du cadre et se mettre au vert, qu'on va arriver à changer radicalement les choses. Donc pour nuancer, c'est le changement radical. Provoquer les changements disruptifs dans l'entreprise, ça ne marche pas tellement. C'est pas une injonction comme ça. Moi, je dirais que la question de l'horizon de sens est quand même tout à fait fondamentale. C'est-à-dire que la rupture pourra être assumée même dans un langage de vérité un peu brutal ou un peu difficile à saisir, si vraiment il y a un horizon de sens qui soit bien défini. C'est pourquoi je ne suis pas sûr de bien vous comprendre quand vous dites quand le changement est imposé de l'extérieur, faut dire voilà, il nous est imposé de l'extérieur, etc. Je crois c'est difficile à recevoir pour une conscience commune, si je puis dire, cette idée qu'il y a quelque chose de presque d'insaisissable qui nous obligerait à faire quelque chose qu'on ne voudrait pas faire, et s'il n'était pas là, on ne le ferait pas, etc. Moi, je crois au contraire que plus le changement qui est appelé brutal, plus il faut s'arrêter sur les raisons
de ce changement, sur le pourquoi de ce changement. Pas immédiatement entrer dans le comment on va faire pour, etc. Mais alors, je ne dis pas qu'il faut faire de la géopolitique ou de la géostratégie, etc. Mais enfin, quand même, je dirais que quand vous disiez faire redescendre et que les managers doivent redescendre, moi, je pense que la stratégie doit redescendre. Et que je suis frappé de voir que, bien souvent, elle ne quitte pas le 7e ou le 6e étage. Et que quand vous interrogez des managers du middle management, ils ne peuvent rien vous dire de la stratégie. Alors vous allez me dire, c'est le secret d'entreprise, tout le monde ne peut pas partager la stratégie, etc. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle mesure l'acceptabilité, parce que c'est quand même le terme, l'acceptabilité du changement n'est pas justement dans la nécessité d'un partage plus large de la vision stratégique qui est aussi la justification du changement et la réponse à une adaptation. Je suis intervenu la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus, à Paris, donc pour une réunion des grands managers France, enfin, c'est-à-dire pour les gens qui sont chargés des agences, une grande à Limonest où il y a 450 salariés. Bon. Et donc, je suis venu là, j'intervenais entre 11 et 12, je suis arrivé à 9h et j'ai assisté au discours du directeur général France à ses équipes France. Bon. Or, ce qu'il a fait remonter, ce qui était frappant, c'est que précisément le turnover, ils sont tous des ingénieurs de très haut niveau, donc un turnover énorme parce que les gars, ils savent que le lendemain, ils ont un job, etc. Ils ont un turnover absolument phénoménal, plus de 20%. C'est colossal. Et c'est vraiment une interrogation pour eux. Eh bien, une des explications, c'est que des ingénieurs projets sont incapables de délivrer l'objectif stratégique auquel le projet participe. Dans quoi s'inscrit-il ? Notion de contribution. Notion de contribution. Et le fait que... Et donc, ces ingénieurs conseils, ne mesurant pas véritablement leur contribution à la stratégie générale, ne sont pas satisfaits sur leur petite structure de sens et disent, écoutez les gars, si c'est comme ça, moi, voilà, j'ai des compétences, je peux les faire valoir ailleurs. Voilà. Et donc, il me semble que c'est quand même un vrai sujet dans la gestion du changement aujourd'hui, que finalement, la brutalité, enfin, pardon d'utiliser ces termes, mais la brutalité avec laquelle il est imposé sans en véritablement donner les clés. Et alors après, on se dit, tiens, c'est curieux, il y a de la résistance au changement. Ouais, mais on n'a pas parlé aux intelligences, si je puis dire. On a parlé aux compétences, mais on n'a pas parlé aux intelligences. Et je pense que vraiment un des enjeux, c'est de parler aux intelligences. Mais Joël, j'aimerais avoir votre avis. J'avais l'exemple dont je parlais, le cas où il faut justement passer assez vite au comment et trouver le meilleur parti que l'organisation peut en tirer. Je pense, c'est pas au cas justement, au contraire, là, je suis d'accord avec vous sur la stratégie. Quand c'est, entre guillemets, de la responsabilité de l'entreprise, ça doit être partagé comme ça. Et c'est ce que j'ai dit sur le deuxième cas. Mais le premier cas, c'est vous avez une loi, quelque chose de l'extérieur, vraiment qui s'impose à vous, ou un nouveau concurrent qui déboule. Alors, on peut s'interroger sur le pourquoi, mais enfin, comme on n'est pas partie prenante et qu'on n'a pas prise sur la décision qui nous est imposée de l'extérieur, on peut râler, mais en fait, il faut juste s'adapter. Et là, pour le coup, il ne faut pas trop perdre de temps sur le questionnement, parce qu'on n'a pas prise. Quand on l'a prise, à la limite, allons-y. Mais voilà, et donc on dit la même chose, mais il y a quand même des cas où le changement vient de l'externe, et là, il ne faut pas trop parler du pourquoi, parce qu'il nous est imposé de l'extérieur, et c'est comme ça. Et personne n'y peut rien dans l'organisation. Ça arrive quand même. Hein. Et dernière question, avant d'ouvrir l'échange avec vous, la notion d'un mot qui peut paraître aussi parfois tabou dans l'entreprise par rapport au changement, c'est pause. Est-ce qu'on peut s'autoriser, est-ce qu'on ne doit pas s'autoriser de temps en temps une pause ? Et très souvent, quand on dit ça, il y a tout de suite « Mais mon pauvre ami, mais on ne peut pas s'autoriser la pause. » Alors si, on se l'autorise, et alors c'est là aussi où des fois, dans l'entreprise, il y a des injonctions paradoxales, parce qu'on travaille beaucoup quand même. Hein. On travaille beaucoup, on demande aussi de manière implicite beaucoup
à nos collaborateurs, de suivre l'actualité, d'être en veille. Donc tout un travail d'éducation permanente et de formation continue qu'on fait tous les uns et les autres en dehors du travail et dans le travail. En fait, la frontière... C'est réunion entre midi et 2 chez vous. Voilà, c'est ça. Et ça, donc c'est beaucoup d'exigences. Donc ça va pas dans le sens de la pause. À l'inverse, on essaye aussi quand même de plus en plus de mettre en place des rituels, des temps organisés et obligatoires où on décélère, où on rigole, où on crée, où on fait des choses qui ne sont pas directement productives. Et d'ailleurs, ça râle, parce que les managers, quand on organise ça sur le plan ressources humaines, les managers nous disent « Attends, c'est super ton projet d'innovation sociale, là, d'entrepreneuriat social, où les gens vont aller changer le monde en interne une demi-journée par semaine. Mais pendant ce temps-là, les projets, ils n'avancent pas. » Donc il y en a qui râlent, mais on leur dit « Mais oui, c'est comme ça. » Et d'ailleurs, tu vas voir que ton collaborateur qui va faire ça, c'est peut-être pas productif là tout de suite. Par contre, il va peut-être te trouver une idée géniale qui va débloquer son projet dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Et c'est peut-être lui qui inventera la solution disruptive de demain pour sortir de l'ornière. Donc ça s'explique, mais je peux vous dire que c'est un combat. Merci. Alors nous poursuivons cette fois avec vous. Ah, je vois déjà une main levée ici à gauche. Si vous voulez bien vous mettre debout, à cause des lumières, nous ne voyons pratiquement pas dans la salle. D'accord, bonjour. Donc, vous avez dit que la vérité, donc personne n'en voulait, mais vous avez dit quelque chose qui m'a paru très important, c'est quand vous avez parlé de l'exemplarité. Et par rapport à l'exemplarité, je vais prendre un exemple tout simple peut-être, mais à mon avis très significatif. Je prends le cas de Jean-Baptiste Grange, donc champion du monde, qui a été Coupe du Monde en 2009, 2 fois donc champion du monde, c'est ça. Et je suis skieur aussi. Hein. Et si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que par rapport à l'exemplarité, c'est qu'un jour, on lui pose une question, parce qu'on considère que c'est un des meilleurs glisseurs au monde, et on lui dit, mais comment skiez-vous pour avoir une telle qualité de glisse ? Et en fait, il donne l'explication qui est toute simple. Il dit, en fait, des matinées entières, j'ai descendu des pistes vertes. Alors qu'on aurait imaginé peut-être tout à fait autre chose. Et là, ce que je trouve dans l'exemplarité, c'est que quand on reçoit ce message, quand on est skieur, comme moi, forcément, on reconnaît le champion qu'il est et comment il est parvenu à cela. Mais en même temps, par rapport à soi-même, c'est aussi une leçon qui peut être donnée en disant, en fait, peut-être qu'il faudrait aussi que je fasse comme lui. Vous voyez ? Donc, en fait, il y a l'idée de reconnaissance dans tous les sens, mais aussi le sens de l'exemplarité dans quelque chose qui, quelque part, peut éveiller aussi votre conscience. Parce qu'en fait, oui, ça, vous dites, pourquoi pas moi, finalement. Voilà. Merci. Donc, finalement, vous abondez bien sur cette notion qui ne doit pas être facile, Joël, à illustrer au quotidien. L'exemplarité, c'est dans votre exemple, monsieur, il y a quelque chose de très important. C'est un travail quotidien, c'est une discipline quotidienne. Et d'ailleurs, c'est pas non plus un hasard. On se moque beaucoup de l'arrivée des aspects des formations de développement personnel dans l'entreprise. Moi, je m'en moque pas parce que elles sont extrêmement intéressantes. Déjà, les salariés les demandent. Donc, s'ils les demandent, c'est qu'ils ont un besoin. Et quand c'est bien fait, parce qu'il y a des très bons formateurs sur ces sujets-là, ils vous disent pas autre chose. Ils disent le développement personnel. Prenons le yoga par exemple. Le yoga, tout le monde fait du yoga maintenant. Bon, le yoga, c'est une discipline en fait. C'est une discipline quotidienne, individuelle. Enfin, c'est pas fun le yoga quand vous en faites à haut niveau. Ça fait du bien, mais c'est pas fun. Donc du coup, il y a cette dimension-là de discipline. Et plus vous montez dans la hiérarchie, et en théorie. Toujours vrai en pratique, mais en théorie, plus finalement vous contraignez à une discipline plus forte et vous êtes obligé de par votre statut à avoir cette discipline plus rigoureuse et cette exemplarité plus quotidienne. Après, vous êtes juste humain, donc ça marche pas tous les jours. Mais en tout cas, la notion de travail et discipline dont vous parlez pour le skieur, oui, elle vaut pour les managers. Oui, je crois que l'exemplarité, en fait, c'est d'abord faire ce que l'on dit. Voilà. Et mettre notre existence au diapason de ce qu'on cherche à promouvoir. Et ça, en philosophie, ça ouvre une discipline qui s'appelle la morale. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une conduite morale ? C'est une conduite qui cherche l'accord entre
ce que l'on dit, ce que l'on veut, ce que l'on manifeste, ce à quoi on croit, et ce que révèle l'existence de celui qui croit ça, qui dit ça ou qui veut ça. Et ça, je crois qu'on est de plus en plus sensible, effectivement, à ce point de jonction entre dire et faire. Je crois qu'on est dans une époque qui est de plus en plus sensible à l'authenticité, ou qui pense la vérité selon la modalité de l'authenticité. Et l'authenticité, c'est bien cet accord vivant, réel, entre la manière dont on existe et ce que l'on dit pour cette existence. Être ou ne pas être au forum du désert, vendre ou pas des armes à l'Arabie Saoudite, y a pas mal de choses autour de ça. Joël, il faut changer, c'est plus yoga, c'est pilates. Il faut bouger là. Allez, on prend. Oui, merci. En fait, ça fait une transition par rapport à ce que je voulais dire, c'est que tout ce qui a été échangé donc, est de l'ordre plutôt du cérébral, des concepts et des idées, et c'était brillant, et merci. Là, maintenant, sur la question de l'être, on est plus sur ce qui nous constitue en tant qu'humain, qui est émotionnel. L'humain est d'abord et à 100% émotionnel, que ce soit pour une prise de décision, que ce soit pour notre perception du monde. Et donc, par rapport à ça, est-ce que finalement, la nouvelle pédagogie, ou répondre à des questions complexes comme quelle part de vérité on veut dans l'entreprise, ça passe pas plutôt par des mises en situation plutôt que par du cérébral dans un premier temps, pour en fait faire bouger les perceptions et faire bouger, accepter l'idée qu'on puisse en fait déclencher le petit angle d'ouverture qui va nous permettre d'enchaîner tout le reste. Et ça, c'est vrai au niveau, c'est systémique, donc c'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau collectif et c'est vrai au niveau de l'entreprise. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu en creux, c'est cette notion d'émotionnel qui transparaît dans ce que vous dites et qui n'a pas été nommé, donc c'est pour ça que j'interviens. Donner à vivre le changement. Ah, et ça, c'est un excellent point parce que l'intelligence émotionnelle, ça, c'est pour mettre un mot là-dessus, mais c'est quelque chose qui est sérieusement pris aujourd'hui par les entreprises. Et la mise en situation dont vous parliez, elle est extrêmement forte. En fait, le changement, oui, le vivre, l'expérimenter, et là, je parle en collectif parce que souvent, expliquer individuellement la conduite du changement à des gens, c'est bien, mais ça reste théorique. C'est juste des diapositives sur un PowerPoint, ça marche pas très bien. Par contre, les mettre en mouvement, les faire vivre les effets du changement ou le futur désirable vers lequel on va aller, à quoi ça pourrait ressembler, et on va essayer de l'expérimenter ensemble, c'est un peu différent. Je vous rejoins complètement. Ça veut dire aussi qu'en entreprise, il faut qu'on laisse une place, et je peux vous dire que c'est pas encore gagné. On est encore très polarisé sur des faits et des chiffres, et pas tellement sur l'émotionnel. Mais quand même, ça rentre notamment parce qu'aujourd'hui, tous les managers, et notamment au niveau ressources humaines, on sait très bien qu'il faut faire rentrer je sais que vous n'avez pas le mot, mais on appelle ça des soft skills, mais des compétences comportementales. Voilà. On sait très bien que les salariés les plus performants demain et les plus innovants pour l'entreprise, et ceux qui apporteront beaucoup de valeur sociale et économique, les deux d'ailleurs, sont des gens qui ont des compétences comportementales et donc une relation à l'émotion qui est assumée, qui est maîtrisée, parce que c'est aussi ça, maîtrisée, et je vous rejoins complètement, l'émotion a largement sa place dans les organisations de demain, en tout cas celles qui voudront être performantes. Oui. Oui, moi simplement un point, je pense qu'il y a 3 formes d'intelligence qui sont à l'œuvre. En fait. Il y a l'intelligence émotionnelle. Alors, ça exigerait de savoir vraiment ce que c'est qu'une émotion, donc ça, c'est un peu compliqué. Mais bon, disons l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence relationnelle, et puis il y a l'intelligence rationnelle. Et en fait, aucune de ces 3 intelligences n'est féconde par elle-même. Et vous avez utilisé le mot systémique, et je crois que c'est très juste. En fait, la réalité, c'est qu'il faut trouver le système, la structure, la situation dans laquelle ces 3 intelligences se fécondent. Alors là, c'est top. Oui. Merci en tout cas de votre intervention. Oui, c'est à vous. Philippe Garcin, cabinet Innominé. Je reviens sur la vision et le sens. Je travaille avec des entrepreneurs sociaux. Ils veulent changer le monde et leur vision est plutôt décentrée de simples collectifs humains qu'ils représentent. Qu'est-ce que va changer l'entreprise à mission qui a été votée récemment ? Ah, Joël, oui.
Le texte en lui-même, il ouvre une possibilité. Si les dirigeants s'en emparent pas, les entreprises ne travaillent pas sur les entreprises à mission, mais qu'est-ce qui est intéressant dans cette loi ? C'est ce qui va changer, c'est pour moi le truc le plus important, c'est la raison d'être. C'est que pour la première fois, on dit une entreprise a le droit, en termes de droit des sociétés, a le droit de définir dans ses statuts une raison d'être. Et là, pour le coup, la question du pourquoi. Et une raison d'être, c'est pas juste le dirigeant ou l'actionnaire qui va le définir. Là où ça devient une aventure sacrément intéressante en termes d'accompagnement et d'embarquement de tout le collectif de salariés dans le changement, c'est qu'une raison d'être définie à plusieurs dans l'entreprise, c'est déjà très mobilisateur, très fédérateur. Et je pense que c'est ça qui va changer et c'est ce que cette loi offre cette possibilité-là. Alors certains iront encore plus loin en disant nous on a une mission en plus avec un impact sociétal ou environnemental et on va le mettre dans les statuts de la société. Certains iront peut-être un peu moins loin mais auront au moins réfléchi sur ce que c'est que la raison d'être de l'entreprise au-delà de gagner de l'argent, ce qui est la condition sine qua non de survie de l'entreprise. Donc là, à la limite, tout le monde est d'accord. Il n'y a plus de débat là-dessus. Une entreprise doit continuer à gagner de l'argent pour survivre. Ça, c'est plus un sujet de débat. Par contre, la question, c'est oui, mais qu'est-ce qu'on apporte à la société ? Et la raison d'être, c'est ça. Et je pense que c'est ça qui va être très intéressant dans beaucoup d'entreprises. Je peux dire que c'est un sujet de discussion là aujourd'hui. C'était même un sujet de discussion avant que la loi, c'est rare d'ailleurs, dans ces cas-là, ça intéresse beaucoup de dirigeants avant même que la loi ne soit promulguée. Donc ça veut dire que c'est réponse sans doute à une vraie attente sociétale. Oui. On poursuit. Merci beaucoup, Olivier Fronteau. Moi, j'ai une question. Dans les principaux changements de l'humanité, on peut remarquer, grosso modo, qu'elles ont été ponctuées par rapport à des guerres. Ça fait 70 ans qu'on n'a pas eu de guerre. Serons-nous tentés d'avoir un ennemi pour justement valider tous ces changements ? La question est un peu brutale, je l'avoue, mais quand on voit l'évolution de l'automobile, quand on voit les évolutions Internet qui ont été découvertes par l'armée, sommes-nous tentés justement pour aller dans des approches un petit peu radicales de nous trouver un ennemi pour justifier ces changements ? Alors ça peut être le concurrent aussi. Oui. Et tout à fait, c'était justement pour rebondir par rapport à vos points de divergence tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure que ça pouvait être mobilisateur à court terme, de taper sur un concurrent. Et malheureusement, c'est vrai, sauf que là, on ne fait pas appel à la meilleure partie de l'humanité. On fait appel un peu aux passions négatives, on va dire. Par contre, je crois beaucoup, moi, au fait qu'il y a plein de changements positifs sur lesquels on peut mobiliser de la partie plutôt plus lumineuse des êtres humains. C'est-à-dire celle qui dit un imaginaire souhaitable ou désirable. Et ça, c'est déjà plus intéressant et plus aspirationnel, j'allais dire, pour les salariés. Et ça fait plus rêver, et ça fait plus de place à l'émotion d'ailleurs aussi. Donc c'est mobilisateur. Et je pense que non, il faut pas. Enfin, on peut pas être en réactif au clair tout le temps. Des fois, il faut l'être, et des fois, ça fait du bien, juste humainement, de taper sur un concurrent. Il ne faut pas s'interdire tout non plus. Mais ça doit pas être. C'est pas ça qui sera un projet mobilisateur de changement radical et qui va vous amener vers plus de performance. Là, vous allez être soit dans le suivisme, soit dans le dénigrement du concurrent, soit dans la copie, mais vous allez être derrière. Alors que si vous construisez votre propre imaginaire souhaitable et ce vers quoi vous voulez aller, ça me paraît plus important pour la survie long terme de l'entreprise. Alors, non, juste un mot par rapport à ce que j'ai évoqué au départ en parlant de la disruption écologique. Moi, je crois que là, nous avons découvert un truc extraordinaire, c'est que nous sommes à nous-mêmes notre propre ennemi. Donc, en un certain sens, c'est vrai que la nécessité d'avoir un ennemi pour avancer, qui est un processus vieux, en effet, comme le monde, c'est aussi le levier d'Archimède, l'ennemi. Donc, cette nécessité, elle est peut-être moins vive pour nous aujourd'hui, dans la mesure où le levier, il est en nous, quoi. C'est-à-dire que dans le processus que nous avons mis en place, et qui s'est accéléré par le fait qu'il n'a trouvé devant sa route aucun ennemi, 89, chute du mur de Berlin, libéralisation, etc., il n'y a plus d'ennemis. Donc,
tout est devenu complètement délirant. Faut quand même, on va écrire cette histoire un jour quand même, des années 80, de 2010 quoi. Enfin, c'est Welch, le patron de General Electric, qui disait le marché est plus grand que nos rêves quoi. Enfin voilà quoi, des trucs ahurissants quand même. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être la baseline de communication de Seb, j'en sais rien, mais enfin des choses. C'est-à-dire que les gens sont partis dans une espèce de désir de conquête sans limite, précisément. D'où la question aujourd'hui, depuis 10 ans, qui revient, qui est la question de la limite. La question intellectuelle, je dirais, philosophique, la plus intéressante et la plus prégnante, c'est la question de la limite aujourd'hui. Et donc, qui fait face justement à cette tentation de l'illimité, de l'illimitation. Et donc, dans le processus critique que nous avons engagé dans la description écologique, l'ennemi, il est précisément dans l'ensemble des processus que nous avons mis en place. Et donc, il va falloir discuter avec eux, quoi, et savoir dans quelle mesure il faut les amender, les transformer, les abandonner, etc., quoi. Ouais. Ah oui, allez-y. Bonjour, Anne Ménager. J'aurais aimé vous entendre sur le changement dans une entreprise en difficulté, en redressement judiciaire. Comment vous conseilleriez d'aborder cette notion dans une entreprise qui ne gagne pas d'argent et où la temporalité est totalement différente? C'est presque une étude de cas délicate. Non, mais alors, pour avoir vu ces cas-là, dans les entreprises les plus innovantes, notamment en développement durable, c'est souvent des entreprises qui ont été le dos au mur. Et qui ont été... Alors pour le coup, là vous n'avez pas d'autre choix que de repenser radicalement les modèles économiques et de vous poser les questions du pourquoi. Quand vous êtes acculé, c'est dur à vivre, ça c'est sûr. Des fois, ça se solde par juste la fermeture de l'entreprise. Mais j'ai vu beaucoup d'entreprises tourner leur modèle par nécessité, parce qu'elles étaient dos au mur, qu'elles n'avaient pas beaucoup de temps pour réagir. Et là, pour le coup, c'est mobilisateur. Et là, pour le coup, dans ces cas-là, dirigeants et salariés sont dans la même barque. Donc, c'est pas souhaitable d'être dans cette position-là, mais j'ai vu beaucoup d'entreprises tourner de modèles comme ça. Il y en a une que j'ai vue encore hier, qui est quand même emblématique, qui est la Camif. La Camif, modèle mort, centrale d'achat, entreprise morte, et ils sont un repreneur à tourner le modèle en disant bon, on va faire de nos faiblesses une force, on va proposer que des meubles, du mobilier, de l'aménagement intérieur, made in France, avec de la RSE ou du développement durable à l'intérieur, et on va faire le tour de nos fournisseurs et on va renouer des relations de proximité avec nos fournisseurs, ce qu'ils avaient oublié de faire depuis très longtemps. Voilà, donc il y a des modèles comme ça. Bon, il y a aussi des choses qui ne marchent pas, mais il y a des belles histoires qui marchent dans les entreprises en difficulté. Joël, ça m'amène une question, c'est celle de la rétribution de l'accomplissement du changement. Chef, vous m'avez beaucoup fait changer, vous avez parlé vrai et ainsi de suite. N'empêche que ça mérite bien une petite prime, non? Autrement dit, est-ce qu'on peut sans arrêt vendre le changement à un salarié en disant c'était écrit, hein, c'est dans le contrat, il y a un lien de subordination après tout. Est-ce qu'on peut en permanence faire accomplir des changements sans jamais dire merci, bravo et pourquoi pas mettre la main à la poche? Alors, dire merci, bravo, reconnaître, ça c'est vrai que c'est juste impératif et qu'on ne le fait pas toujours. Bon, déjà, c'est le premier niveau de reconnaissance. Après, sur la performance financière, enfin, le rapport contribution-rétribution, c'est le sujet de discussion éternel. Hein. On n'est jamais assez, on ne reconnaît pas assez mon mérite, les autres sont mieux reconnus que moi alors que moi j'en fais beaucoup plus. Enfin, tout le monde dit ça à son niveau. Hein. Ça, pour le coup, c'est une constante humaine. Hein. Alors, moi, je ne suis pas un fan... Enfin, j'ai changé d'avis aussi au cours de ma carrière parce que j'ai testé des choses différentes en matière d'incentive ou justement de récompense salariale, des primes notamment. Il y a des collectifs où ça marche très bien, mais il y a un phénomène de lassitude de la prime au bout d'un moment. C'est-à-dire que la carotte, ça marche un petit moment. Sauf si vous intégrez mon salaire. Comment ? Voilà, c'est ça. Et en fait, à force de manipuler ce levier-là, on le vide un peu de son sens. Et des fois, dans certains collectifs, alors ça c'est très culturel, je vais vous prendre un exemple, dans des secteurs comme la grande distribution et autres, c'est des choses qui sont assez acceptées, les gens viennent pour ça.
Dans les secteurs comme l'industrie, les gens ont un sens du collectif beaucoup plus fort et c'est pas très accepté. Cette différenciation des modes de rémunération, cette individualisation des modes de rémunération. Et quand on demande aux gens, vous préférez une rémunération, une augmentation générale qui récompensera de la même manière les forts contributeurs et les moins forts, et où vous voulez qu'on aille encore plus loin dans l'individualisation des primes, et bien souvent, les gens nous disent ouais, l'individualisation, pas trop quand même. Peut-être des primes collectives, oui, des choses comme ça. Mais on est un peu à la limite, je pense, aujourd'hui de la surindividualisation du mérite ou de la récompense financière. Les gens aspirent beaucoup plus à des choses collectives qui produisent d'autres effets intéressants. C'est que pour le coup, ils ont au moins le même objectif, donc ça soude un collectif aussi. Bruno, pour terminer, il faut tout changer pour que rien ne change. C'était Tomazzi, ça je crois. Est-ce qu'effectivement, un des ressorts du changement, et je pense à d'autres sujets, on pourrait dire réforme de la retraite ou de la Sécu, c'est justement parce qu'on veut conserver qu'il faut changer. Est-ce que c'est pas aussi une des clés, ça ? Comprendre que la conservation, elle fait aussi partie du changement. Il y a un très grand philosophe qu'on a toujours considéré comme un philosophe du progrès, qui est Auguste Comte, et qui en fait dit, mais c'est quoi le progrès finalement ? C'est une transition entre deux ordres. Et donc, je pense qu'il y a quand même, vous savez, il y a un processus qui est le processus anthropique, qui veut que le désordre s'accroît. Et puis, c'est quoi l'homme ? Eh ben, c'est une structure néganthropique. C'est-à-dire que là où le désordre s'accroît, comme dans la chambre de vos enfants, là où le désordre s'accroît, eh ben, l'homme intervient pour finalement ramener de l'ordre. Et je pense que cette dialectique de l'ordre et du désordre permet de comprendre que le progrès, c'est le processus par lequel on passe d'un ordre à un autre, sans que l'ordre que l'on retrouve soit exactement le même que le précédent. Mais je reviens à cette idée de sécurisation quand même. C'est-à-dire que je pense que notre époque est plus sensible encore que d'autres aux conditions nécessaires pour qu'un rapport au monde soit serein, soit possible sereinement. Alors, on parlait du yoga, on parlait de choses. Toutes ces pratiques-là, c'est les pratiques de la sérénité. Et ce que nous attendons finalement du progrès, c'est peut-être pas le tout feu tout flamme du changement qui va nous faire voguer vers des choses inconnues, mais c'est plutôt le rétablissement ou l'établissement d'une forme de sérénité. Est-ce possible ça ? Pour vous, SEM, une entreprise est hyper concurrencée sur des produits que j'imagine on trouve, que vous faites aussi fabriquer dans différents pays. Mais c'est une discipline, la sérénité, et c'est aussi c'est du travail. C'est pas. Et puis c'est aussi des profils de managers. Parce que et moi je vous rejoins beaucoup sur la limitation. L'auto-limitation, c'est quelque chose que, alors pour le coup, s'il y a un philosophe à étudier en entreprise, c'est Orwell. L'auto-limitation, c'est quand même le truc qui n'est pas ni pensé, ni pratiqué, ni enseigné dans les écoles, dans les universités non plus, malheureusement. Et pourtant, c'est quand même le truc qui pourrait nous permettre d'être plus sereins. C'est que le toujours plus, c'est pas toujours le mieux. Donc du coup, l'auto-limitation, la capacité à ne pas prendre toutes les portes qui s'ouvrent à vous, c'est sans doute quelque chose qu'on devrait mieux apprendre, ça c'est certain. Donc moi je retiens vraiment ce concept-là parce que il me semble, alors c'est pas évident parce que il doit être appris très jeune en fait ce concept-là. Parce qu'on est quand même beaucoup encore dans des super-héros, des sur-femmes, des sur-hommes, des gens qui font 50 000 choses en même temps et très vite. Et je pense que le fait de dire que l'auto-limitation, c'est un modèle positif, notre système de valeurs, en tout cas aujourd'hui, il n'en est pas là. Il y a encore du travail. Eh bien, je vous remercie vivement l'un et l'autre de ces apports. Merci. J'espère que nous nous trouverons un peu changés après vos propos. Merci.